Abandonnée à 86 ans, une femme âgée a vu sa vie s'effondrer lorsque sa famille a disparu avec ses économies. La lettre d'expulsion entre ses mains tremblantes, elle sombra dans le désespoir. Mais le destin lui réservait une surprise émouvante. D'enseignante abandonnée à symbole de renaissance, son parcours va vous faire repenser le sens du nouveau départ. Une histoire de résilience qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire. Aideriez-vous quelqu'un dans cette situation? L'automne de la vie devrait être un temps de récolte, de contemplation des graines semées et des fruits cultivés, au fil des décennies. Mais pour certaines âmes, le destin réserve des hivers rigoureux lorsque le corps n'a plus la vigueur pour les affronter. Le silence résonne dans les pièces vides de l'appartement où Madame Geneviève habite depuis plus de 40 ans. Les murs, témoins silencieux d'une vie entière, semblent maintenant l'observer avec une pitié qu'elle refuse d'accepter. Avec des mains tremblantes, marquées par le temps et par l'arthrite qui les châtie quotidiennement, Geneviève tient le papier qui scelle la fin de son séjour dans cet espace. Une lettre d'expulsion. 3 jours. Seulement 3 jours pour démanteler une vie entière, pour laisser derrière elle le seul endroit qu'elle ose encore appeler son foyer. L'horloge murale, fidèle compagne de tant de nuits solitaires, semble se moquer d'elle maintenant, marquant un temps qui s'écoule impitoyablement entre ses doigts noueux. L'appartement, autrefois rempli des mélodies de Chopin et de Beethoven, qu'elle a enseigné à des centaines d'élèves au long de sa carrière de professeur de piano, n'abrite plus que l'écho de promesses brisées. La famille qui avait juré de la protéger, ceux-là même qui sont nés de son ventre, ou entrés dans sa vie par les liens du mariage, s'est simplement évanoui dans le brouillard de la cupidité. Ils ont emporté ses économies, fruit de décennies de travail acharné, touche après touche, note après note. Ils n'ont laissé que le vide et une montagne de dettes qui a grandi silencieusement, comme des mauvaises herbes dans un jardin négligé. Le réfrigérateur est pratiquement vide, à l'exception d'un yaourt périmé et de quelques légumes flétris qui semblent refléter son propre état d'esprit. Dans le placard, un paquet de biscuits presque vide et un peu de café. Ces repas sont devenus de plus en plus rares, sacrifiés au nom des factures qui ne semblaient jamais diminuer. Peu importe ses efforts pour économiser. Et maintenant, même ces sacrifices ne suffiraient plus. Dans 3 jours, elle serait sans abri, à 86 ans. Geneviève marche lentement jusqu'au petit hôtel qu'elle a installé dans le salon. Une table avec des photographies dans des cadres simples, quelques bougies presque entièrement consumées et une image de la Vierge Marie, héritage de sa mère. « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» murmure-t-elle, sans savoir vraiment si elle parle à la sainte, à sa famille absente ou au destin lui-même. Des larmes silencieuses marquent les rides profondes de son visage, chacune d'elles une histoire, un chapitre de sa longue existence. La nuit tombe sur la ville de Lyon comme un manteau lourd. Geneviève ne parvient pas à dormir. Elle s'assied à la fenêtre et observe les lumières des appartements voisins, imaginant des familles réunies, dînant, conversant, vivant. Un sentiment aigu de solitude la transperce comme une lame aiguisée. Comment en sommes-nous arrivés là, se demande-t-elle, se remémorant les Noëls festifs, les anniversaires célébrés, les réussites applaudies. Où étaient maintenant ces sourires, ces étreintes, ces promesses? Avec les premières lueurs du matin, Geneviève commence à organiser ses affaires. Une tâche monumentale pour quelqu'un de son âge, surtout sans aide. Chaque objet porte des souvenirs, chaque décision sur ce qu'il faut emporter et ce qu'il faut laisser derrière est douloureuse. Comme si elle choisissait quelle partie d'elle-même valait encore la peine d'être sauvée. La plupart des meubles devront rester. Il n'y a nulle part où les emmener. Le piano, son fidèle compagnon, devra être abandonné, comme elle. S'imiter. Entre des cartons poussiéreux au fond du placard, Geneviève trouve un vieil album de photos. Les images, jaunies par le temps, montrent une jeune femme aux yeux vifs et au sourire confiant. Un groupe musical pose pour l'appareil photo, elle au piano, au centre de la composition. Quintet Harmonia, est-il écrit au dos de la photographie. Geneviève sourit à travers ses larmes. Il fut un temps où ses mains ne tremblaient pas, où la musique coulait d'elle comme l'eau fraîche d'une source. L'album révèle d'autres vies qu'elle aurait pu vivre,
des chemins non choisis. Un jeune, homme au regard intense, les bras autour de sa taille, des fleurs d'oranger dans ses cheveux, une demande en mariage refusée, au nom de la carrière musicale qu'elle aimait tant. Des enfants qu'elle n'a jamais eus, remplacés par les élèves qui sont passés par son salon, apprenant non seulement à jouer du piano, mais à aimer la musique comme elle l'aimait. Est-ce que l'un d'eux se souviendrait d'elle maintenant? Est-ce que ces leçons étaient restées? Une photographie en particulier attire son attention. Une représentation au Théâtre des Célestins, il y a plus de 40 ans. Elle au piano, impeccable, dans une robe bleu marine, son regard concentré sur les partitions. Ce moment représentait l'apogée de sa carrière de pianiste, avant que l'arthrite ne commence à limiter ses mouvements, la forçant à se concentrer exclusivement sur l'enseignement. Le souvenir de ce moment allume une étincelle presque éteinte en elle. Ses doigts, malgré la douleur, connaissent encore le chemin sur les touches. La musique vit toujours en elle, attendant d'être libérée. Le matin du 3e jour, Geneviève est prête à partir. Une unique valise contient ses vêtements et quelques objets personnels. Autour du cou, la broche papillon qui appartenait à sa mère, symbole de transformation et de liberté. C'est peut-être ce dont j'ai besoin, pense-t-elle. Me transformer, une fois de plus. Elle jette un dernier regard à l'appartement, maintenant dépouillé de sa présence. Les marques sur le mur où les tableaux ont été accrochés pendant des années, l'usure du sol près du piano, où des générations d'élèves se sont tenus debout pour des récitals improvisés, la fenêtre de la cuisine qui ne fermait jamais, complètement, permettant au vent de siffler les nuits d'hiver. « Adieu », murmure-t-elle, fermant la porte pour la dernière fois. Le couloir de l'immeuble, autrefois si familier, ressemble maintenant à un tunnel sans fin. Les voisins, pour la plupart, sont déjà partis travailler. Personne ne remarque la vieille dame avec sa valise usée descendant difficilement les escaliers. Personne ne propose d'aider. Personne ne demande où elle va, parce que personne ne s'en soucie vraiment. L'invisibilité de la vieillesse est peut-être sa punition la plus cruelle. La rue est animée, les gens pressés dans leur routine quotidienne, chacun prisonnier de son propre univers de préoccupation. Geneviève marche sans but précis. Où aller quand on n'a nulle part où aller? L'hiver approche, et même à midi, la température ne dépasse pas les 15 degrés. Son manteau fin offre peu de protection contre le vent coupant, qui semble pénétrer jusqu'à ses os. Les heures passent, et Geneviève continue de marcher, s'arrêtant occasionnellement pour se reposer sur les bancs des squares. La faim se fait sentir, mais ses ressources sont extrêmement limitées. Une petite enveloppe contenant ses dernières économies est soigneusement cachée dans la doublure de sa valise. Même ainsi, ce ne sont que quelques pièces, insuffisantes pour trouver un nouvel endroit où vivre. Alors que le soleil commence à se coucher, la réalité de sa situation devient encore plus effrayante. Pour la première fois de sa vie, Geneviève fait face à la possibilité de passer la nuit dehors. Le parc de la Tête d'Or, avec ses bancs en bois, semble être sa seule option. Elle choisit un endroit partiellement protégé par un grand arbre, espérant qu'il offrira un abri s'il pleut pendant la nuit. La température chute considérablement après la tombée de la nuit, avoisinant les 5 degrés. Geneviève s'enveloppe dans son manteau, essayant de conserver le peu de chaleur que son corps âgé produit encore. Le banc en bois est dur contre son dos déjà douloureux, et la peur d'être abordée par des inconnus pendant la nuit la maintient dans un état d'alerte, angoissant. Autour d'elle, la ville poursuit sa vie nocturne, indifférente au drame de cette dame solitaire. La nuit semble interminable. Geneviève oscille entre des états de somnolence et de veille, ne dormant jamais vraiment profondément. Chaque son la fait sursauter, chaque ombre semble une menace. Le sentiment d'abandon est écrasant, menaçant de la consumer entièrement. À un moment donné, elle se surprend à parler à son défunt mari, comme s'il était assis à côté d'elle sur ce banc public. « Tu as toujours dit que j'étais trop têtu, Antoine, que l'orgueil me mènerait à ma perte. Peut-être avais-tu raison. » L'aube apporte avec elle une fine bruine qui se transforme bientôt en pluie. L'arbre offre peu de protection et Geneviève est rapidement trempée. Tremblant de manière incontrôlable, elle ramasse sa valise et cherche refuge sous l'auvent d'un magasin fermé. Là, recroquevillée contre le mur, elle laisse enfin les larmes couler librement, se mêlant à l'eau de pluie sur son visage.
Pourquoi vivre si longtemps pour finir ainsi se demande-t-elle, tandis que l'obscurité environnante semble refléter le vide dans son cœur. Avec les premiers rayons de soleil, la pluie cesse enfin. Geneviève est épuisée, ses muscles endoloris, ses vêtements humides collés à son corps. Mais quelque chose en elle, une flamme qui refuse de s'éteindre, la pousse à se lever. Un jour à la fois, murmure-t-elle pour elle-même, un mantra qui l'a accompagnée pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Un jour à la fois. Elle marche jusqu'à une petite boulangerie qui vient d'ouvrir ses portes. L'arôme du pain frais est presque douloureux pour son estomac vide. Comptant soigneusement ses pièces, Geneviève entre et demande un café simple, le moins cher du menu. Avec des mains tremblantes, plus de froid et de faim que d'âge à ce moment, elle tend l'argent à l'employé et s'assoit à une table dans un coin, essayant d'être aussi discrète que possible. Le café chaud est un baume pour son corps glacé. Geneviève le sirote lentement, essayant de le faire durer le plus longtemps possible, retardant le moment où elle devra repartir vers l'inconnu. En contemplant le liquide sombre, elle essaie d'organiser ses pensées. Elle a besoin d'un plan, d'une direction, de n'importe quoi qui puisse donner un sens au chaos dans lequel sa vie s'est transformée. De l'arrière-boutique de la boulangerie émerge une femme d'âge moyen, les cheveux attachés en un chignon désordonné, un tablier fleuri taché de farine. Elle regarde autour d'elle, supervisant le début de l'agitation matinale, quand son regard se pose sur Geneviève. Quelque chose dans la posture digne de la vieille dame, malgré ses vêtements humides et son apparence fatiguée, capte son attention. Elle s'approche avec une tasse fumante. « Madame accepterait-elle un autre café ? Une fournée de croissants chauds vient de sortir aussi », propose-t-elle avec un sourire gentil. Geneviève hésite, gênée, consciente de son apparence et de l'impossibilité de payer quoi que ce soit de plus. La femme perçoit son malaise et ajoute rapidement « C'est la maison qui offre. Les matins froids comme celui-ci appellent un café chaud, n'est-ce pas ?» Ce petit acte de gentillesse, si simple pour celle qui l'offre, est comme une planche de salut pour Geneviève. La barrière qu'elle a construite pendant des années, l'indépendance orgueilleuse qui l'a empêchée d'accepter de l'aide même lorsqu'elle en avait désespérément besoin, commence à s'effondrer. « Merci », murmure-t-elle, acceptant le café et le croissant encore chaud. « Merci beaucoup ». La femme, qui se présente comme Hélène, propriétaire de la boulangerie, s'assoit un moment à table, mue par une curiosité sincère et une préoccupation qu'elle ne peut expliquer. Quelque chose dans la dignité silencieuse de Geneviève l'intrigue et l'émeut. « Vous n'êtes pas du quartier, n'est-ce pas ?» demande-t-elle nonchalamment. Geneviève hésite, se demandant combien révéler de sa situation. La peur du jugement, de la pitié est presque paralysante. Mais il y a quelque chose dans le regard d'Hélène, une sincérité dépourvue de malice qui l'encourage. D'une voix basse, elle commence à raconter son histoire. L'expulsion, la famille absente, la nuit passée dehors. Elle parle sans apitoiement, avec la clarté de celle qui a déjà accepté les coups du destin, même sans les comprendre totalement. Hélène écoute en silence, son visage passant par des expressions de surprise, d'indignation et enfin de résolution. Quand Geneviève termine son récit, la propriétaire de la boulangerie reste silencieuse quelques instants, comme si elle prenait une décision importante. Finalement, elle parle. « J'ai une petite chambre à l'arrière de la boulangerie. Rien de luxueux, mais il y a un lit et une salle de bain. Elle serait à votre disposition, madame, en échange de quelques heures d'aide à la caisse, si cela ne vous pose pas de problème. » L'offre prend Geneviève complètement au dépourvu. Sa première réaction est de refuser, l'orgueil luttant encore contre le besoin. « Je ne peux pas accepter la charité », commence-t-elle à dire, mais Hélène l'interrompt d'un geste ferme. « Ce n'est pas de la charité, madame Geneviève, c'est un échange juste. J'ai besoin d'aide ici à la boulangerie, surtout le matin, qui est le moment le plus chargé. Et vous avez besoin d'un endroit où rester. Les affaires sont les affaires, » conclut-elle avec un sourire qui adoucit ses paroles. Le soulagement que ressent Geneviève est presque physique, comme un poids retiré de ses épaules. Un toit sur sa tête, la possibilité d'une douche chaude, la dignité de travailler en échange d'un abri. Cependant, une nouvelle peur s'installe. Je n'ai jamais travaillé avec une caisse enregistreuse avant. Et si je n'arrive pas à apprendre? Et si je fais des erreurs?
Hélène rit, un son réconfortant qui remplit le petit espace. Tout le monde fait des erreurs, Madame Geneviève. Même moi qui utilise cette caisse depuis des années. L'important est d'essayer, n'est-ce pas? Vous enseignez le piano. Enseigner est beaucoup plus complexe que d'enregistrer des ventes sur une machine. Je suis sûr que vous apprendrez rapidement. Ainsi, un nouveau chapitre commence dans la vie de Geneviève. La chambre à l'arrière de la boulangerie est vraiment petite. Mais pour quelqu'un qui a passé la nuit précédente sur un banc public, elle ressemble à un palais. Le lit, bien que simple, est propre et confortable. Il y a une petite commode pour ses quelques vêtements, un miroir au mur, et même un vase avec des marguerites fraîches sur une petite table. Hélène a pensé à chaque détail pour rendre l'espace accueillant. Le premier jour de travail à la caisse est un désastre comme Geneviève le craignait. Ses doigts, habitués à la précision des touches du piano, semblent maladroits sur la machine enregistreuse. Les transactions prennent plus de temps qu'elles ne le devraient. La file d'attente s'allonge. Les clients s'impatientent. Certains sont ouvertement impolis. D'autres soupirent simplement de manière dramatique en regardant leur montre. Chaque regard agacé, chaque commentaire impatient est une petite blessure à son sens de la valeur personnelle déjà ébranlée. Andy, la fin de ce premier jour, épuisée et démoralisée, Geneviève est convaincue qu'Hélène lui demandera de quitter la chambre, certaine que l'embaucher était une erreur. Au lieu de cela, la propriétaire de la boulangerie s'assoit avec elle après la fermeture, servant 2 tasses de thé chaud. « Ce n'était que le premier jour, dit-elle fermement. Demain sera meilleur, et après-demain, encore meilleur. L'important est que vous n'ayez pas abandonné, même quand c'était difficile. Cela en dit long sur qui vous êtes. » La patience et la foi d'Hélène en sa capacité touchent profondément Geneviève. Depuis combien de temps quelqu'un n'avait-il pas cru en elle ainsi? Depuis combien de temps elle-même ne croyait-elle plus en elle? Cette nuit-là, avant de s'endormir dans son nouveau lit, Geneviève fait une promesse silencieuse. Elle ne décevrait pas cette femme qui lui avait tendu la main quand tous les autres lui avaient tourné le dos. Les jours suivants prouvent que Hélène avait raison. Geneviève est méthodique par nature, une qualité développée au fil de décennies d'enseignement musical. Elle crée son propre système pour mémoriser les codes des produits, les associant à des notes de musique, transformant chaque transaction en une petite mélodie intérieure. Sa mémoire, toujours vive malgré l'âge, absorbe rapidement la routine de la boulangerie. À la fin de la première semaine, elle utilise déjà la caisse avec une efficacité qui surprend tout le monde, y compris elle-même. Les clients réguliers commencent à remarquer la vieille dame à la posture impeccable et au sourire discret qui les sert maintenant. Beaucoup choisissent spécifiquement sa file d'attente, attirés par son éducation et la manière dont elle traite chaque personne avec un égal respect, que ce soit le cadre pressé ou la mère de famille qui compte ses pièces pour acheter le pain du jour. Certains commencent même à arriver plus tôt, non seulement pour le pain frais, mais pour échanger quelques mots avec Madame Geneviève de la boulangerie, comme ils se mettent à l'appeler. 2 semaines après son arrivée, alors qu'elle organise le stock à l'arrière de l'établissement, Geneviève entend une mélodie familière. Les notes de Clair de Lune de Debussy flottent dans l'air, provenant du petit café adjacent à la boulangerie. Cédant à une impulsion presque magnétique, elle suit le son, s'arrêtant à l'entrée du café. Un jeune homme est au piano, ses doigts glissant sur les touches avec plus d'enthousiasme que de technique. Autour de lui, un petit groupe de musiciens amateurs accorde ses instruments. Un violon, un violoncelle, une flûte. Le jeune pianiste interrompt la pièce au milieu, frustré. « Je n'arrive pas à maîtriser ce passage », se lamente-t-il auprès de ses compagnons. « C'est comme si mes doigts refusaient de coopérer. » Avant de réaliser ce qu'elle fait, Geneviève fait un pas en avant. « Puis-je » demande-t-elle en indiquant le piano. Le jeune homme regarde avec surprise la vieille dame en tablier de boulangère, mais lui cède la place poliment, probablement plus par respect pour son âge que par attente d'une aide réelle. Geneviève s'assoit au piano, ses mains se posant naturellement sur les touches. Elle respire profondément, fermant les yeux un instant, laissant la musique qui a toujours vécu en elle se réveiller à nouveau. Puis, ses doigts commencent à bouger. Malgré l'arthrite, le manque de pratique récente, l'épuisement accumulé, la musique coule d'elle, comme si elle n'avait jamais cessé de jouer.
Clair de lune prend vie sous ses mains, chaque note parfaitement exécutée, chaque nuance profondément ressentie. Lorsque la dernière note se dissipe dans l'air, il y a un moment de silence absolu. Les musiciens la regardent bouche bée. Le barista a cessé de préparer les boissons, les clients sont immobiles à leur table. Puis, les applaudissements éclatent, remplissant le petit café d'une énergie électrique. C'était extraordinaire, balbutie le jeune, pianiste, visiblement ému. « Madame, vous êtes pianiste professionnelle ?» Geneviève sourit, sentant une rougeur de plaisir qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Je l'ai été, il y a longtemps. Ensuite, j'ai été professeur de piano pendant plus de 40 ans. Aimeriez-vous rejoindre notre groupe ?» demande une dame d'âge moyen tenant un violon. « Nous nous réunissons ici tous les mercredis pour jouer. Nous sommes des amateurs, évidemment, mais nous aimons la musique. Ce serait un honneur de vous avoir parmi nous. » L'invitation est inattendue et profondément émouvante. Un espace où elle est encore valorisée. Non pas pour la rapidité avec laquelle elle utilise une caisse enregistreuse, mais pour le talent qui a façonné toute sa vie. « J'adorerais », répond-elle, sentant que pour la première fois depuis des semaines, elle respire vraiment. Parmi les habitués du café se trouve Charles Martin, directeur d'un centre social pour personnes âgées du quartier. Impressionné par la performance de Geneviève, il attend la fin de la rencontre pour l'aborder. « C'était vraiment impressionnant », dit-il en se présentant. « Au centre où je travaille, nous avons un piano qui est rarement utilisé. Beaucoup de nos usagers ont manifesté leur intérêt pour apprendre, mais nous n'avons jamais réussi à trouver un professeur. Envisageriez-vous de donner des cours bénévoles une fois par semaine ?» De nouveau, l'orgueil de Geneviève lutte contre sa nouvelle réalité. Bénévolat ? Après des décennies à faire payer ses cours, mais quelque chose a changé en elle depuis l'expulsion. La compréhension que la valeur ne réside pas seulement dans l'argent reçu, mais aussi dans l'impact que l'on a sur la vie des autres. « Je devrais vérifier avec Hélène pour ne pas interférer avec mon horaire à la boulangerie », répond-elle prudemment. « Bien sûr, assure Charles. Ce ne serait qu'un après-midi par semaine. Et le centre est à 2 rues d'ici. » Le lendemain matin, Geneviève mentionne la proposition à Hélène, prête à entendre qu'elle ne peut pas réduire ses heures à la boulangerie. À sa surprise, la propriétaire de l'établissement réagit avec enthousiasme. « Je trouve que c'est une idée merveilleuse. Vous garderiez les matinées ici et auriez un après-midi libre pour les cours. La musique est évidemment votre passion, Madame Geneviève. » Ce serait un crime de garder ses mains talentueuses uniquement pour faire fonctionner une caisse. Ainsi, une autre pièce s'ajoute au puzzle de la nouvelle vie de Geneviève. La semaine suivante, elle donne son premier cours au centre social. L'espace est simple mais accueillant. Le piano a besoin d'être accordé, mais est encore utilisable. Les élèves, tous âgés de plus de 60 ans, l'accueillent avec un mélange de curiosité et de respect. Parmi eux se trouve Marguerite Dubois, une dame de 83 ans dont le visage semble étrangement familier à Geneviève. Lors de la présentation initiale, lorsque Marguerite mentionne qu'elle a travaillé comme violoniste dans des orchestres régionaux dans sa jeunesse, la mémoire de Geneviève s'éclaircit enfin. Marguerite, du Conservatoire de Lyon, 1953, demande-t-elle incrédule. Le visage de l'autre vieille dame s'illumine de reconnaissance. Geneviève Leclerc, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Après tout ce temps, les 2 femmes avaient été camarades au conservatoire, faisaient partie du même cercle d'amis, partageant rêves et ambitions musicales. Elles avaient perdu contact lorsque Geneviève s'était mariée et avait déménagé dans une autre ville, se retrouvant maintenant, plus de 40 ans plus tard, dans des circonstances qu'aucune des 2 n'aurait pu prévoir. Après le cours, les vieilles amies s'assoient pour prendre un café. Des décennies de vie condensées en heures de conversation animée. Marguerite raconte sa carrière de violoniste, son mariage avec un chef d'orchestre, ses enfants qui ont suivi des carrières éloignées de la musique. Geneviève partage son parcours de professeur, les élèves qui se sont distingués, l'appartement qui a été son foyer pendant si longtemps. Quand elle arrive enfin au point de mentionner l'expulsion et sa situation actuelle, Marguerite l'interrompt avec une exclamation. « Geneviève, c'est terrible, mais peut-être que je peux aider. Je vis dans une grande maison avec 4 autres retraités,
Nous partageons les dépenses et les responsabilités. Nous avons une chambre libre depuis que Madame Augusta est décédée. Le mois dernier. Ce serait parfait pour vous. Pour la première fois depuis longtemps, Geneviève laisse l'espoir fleurir pleinement. Un foyer permanent, en compagnie de personnes de son âge, y compris une vieille amie. Cependant, la réalité s'impose bientôt. Quel serait le coût, Marguerite? L'amie mentionne une somme qui, bien que modeste compte tenu de ce qu'elle offre, dépasse ce que Geneviève peut réunir avec son travail à temps partiel à la boulangerie. « Je comprends », dit Marguerite, voyant l'expression découragée de son amie. « Mais n'abandonnez pas l'idée, nous pouvons trouver une solution. » Avec un nouvel objectif en tête, Geneviève intensifie ses efforts. En plus des matinées à la boulangerie et de l'après-midi de cours au centre social, elle commence à proposer des cours particuliers de piano aux enfants du quartier. La nouvelle d'une professeure expérimentée demandant des tarifs accessibles se répand rapidement parmi les parents. Et bientôt, elle a une petite liste d'élèves. Ses journées sont désormais remplies de l'aube au crépuscule. Elle se lève, tôt pour aider Hélène avec les premières fournées, travaille à la caisse le matin, donne des cours particuliers les après-midi où elle n'est pas au centre social, et trouve encore le temps de répéter avec le groupe de musique du café, une fois par semaine. La fatigue est réelle, ses doigts lui font souvent mal à cause de l'arthrite. Mais il y a une vitalité dans son existence qui s'était perdue pendant les années d'isolement dans son appartement. Pendant 3 mois, Geneviève vit avec une austérité monastique, économisant chaque centime. Elle refuse les petits luxes, comme une tasse de café supplémentaire ou un nouveau livre, gardant toujours les yeux fixés sur son objectif. Réunir suffisamment d'argent pour déménager dans la maison partagée et commencer un nouveau chapitre. Alors qu'elle n'est plus qu'à quelques semaines d'atteindre la somme nécessaire, Geneviève remarque un changement dans l'atmosphère de la boulangerie. Hélène semble préoccupée, souvent au téléphone avec une expression angoissée, vérifiant et revérifiant les comptes tard dans la nuit. Après un de ces épisodes, Geneviève rassemble son courage pour demander ce qui se passe. Hélène tente d'abord de minimiser la situation, mais devant l'insistance douce de Geneviève, elle finit par admettre. La boulangerie est en difficulté financière. Les coûts ont augmenté. La concurrence des grandes chaînes est impitoyable. Et la banque fait pression pour le remboursement du prêt que j'ai contracté pour rénover la cuisine l'année dernière. Si les choses continuent ainsi, je devrais fermer boutique dans 2 mois. La nouvelle frappe Geneviève comme un coup de poing dans l'estomac. La boulangerie n'est pas seulement son lieu de travail. C'est l'espace qu'il a accueilli quand elle était à la rue, qui lui a rendu sa dignité, qui a ravivé sa passion pour la musique. Hélène n'est pas seulement son employeur, c'est la personne qui lui a tendu la main quand le reste du monde lui a tourné le dos. L'idée de la voir tout perdre est insupportable. Cette nuit-là, dans sa petite chambre, Geneviève contemple l'enveloppe où elle garde ses économies. Tant de sacrifices, tant de rêves déposés dans ses billets soigneusement pliés. La maison partagée avec Marguerite, la stabilité à laquelle elle aspire tant. Mais comment pourrait-elle aller de l'avant en sachant qu'elle laissait derrière, elle, la personne qui l'avait sauvée? Le lendemain matin, le cœur lourd mais résolu, Geneviève tend l'enveloppe à Hélène. « C'est tout ce que j'ai économisé ces derniers mois », explique-t-elle devant le regard confus de l'autre femme. « Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être que cela aidera à gagner du temps jusqu'à ce que les choses s'améliorent. » Hélène est stupéfaite, les yeux embués de larmes. « Je ne peux pas accepter ça, Madame Geneviève. Vous économisez pour votre propre avenir, pour la maison partagée avec votre ami. L'avenir sera toujours incertain, répond Geneviève avec une sérénité qui vient de l'âge et des expériences vécues. Mais le présent est là où nous faisons nos choix. Et mon choix est d'aider celle qui m'a aidé la première. À contre-cœur, Hélène accepte l'argent, promettant de considérer la somme comme un investissement, pas comme un don. Vous serez associé de la boulangerie, insiste-t-elle entre des larmes de gratitude. Un pourcentage des bénéfices, lorsque nous recommencerons à en avoir, sera à vous. La nouvelle du geste de Geneviève se répand rapidement dans la communauté grâce à un employé qui a été témoin de la scène. Dans une ville où tout le monde se connaît, les histoires de générosité voyagent à la vitesse du vent. Et ainsi, sans que Geneviève ou Hélène le sachent, l'histoire parvient aux oreilles d'Édouard Lambert,
un entrepreneur local dont la fille est élève de piano de Geneviève. Édouard cherche depuis longtemps un moyen d'élargir son portefeuille d'investissement vers quelque chose de plus significatif. Récemment divorcé, avec plus d'argent que de temps à dépenser, il trouve dans l'histoire de Geneviève une inspiration inattendue. Une femme âgée qui, même ayant presque tout perdu, trouve encore des ressources pour aider les autres. Le jeudi suivant, après le cours de sa fille, il demande quelques minutes pour parler avec Geneviève. « J'ai une proposition d'affaires », explique-t-il, après les salutations initiales. La boulangerie de Madame Hélène a un espace inutilisé au 2e étage qui pourrait être transformé en une petite école de musique. Je couvrirai les coûts de la rénovation et de l'achat d'instruments, y compris un piano, de qualité. Les bénéfices seraient partagés entre vous, en tant que directrice et professeure principale, Hélène comme propriétaire de l'espace et moi comme investisseur. La proposition est si inattendue que Geneviève a du mal à en comprendre pleinement les implications. Une école de musique, répète-t-elle presque pour elle-même. Au 2e étage de la boulangerie, Édouard confirme, expliquant qu'il a déjà parlé initialement avec Hélène, qui est enthousiasmée par l'idée. Ce serait une façon de diversifier son activité, en amenant plus de passages à la boulangerie. Pour vous, ce serait une opportunité de faire ce que vous aimez dans un environnement approprié. Et pour moi, ce serait un investissement dans quelque chose qui compte vraiment. Geneviève se sent partagée. La proposition est tentante, presque trop parfaite pour être vraie. Mais le conflit entre son indépendance durement acquise et la nécessité d'accepter une aide extérieure ressurgit avec force. « Je dois réfléchir », répond-elle finalement. C'est une décision importante. Cette nuit-là, elle cherche Marguerite pour lui demander conseil. La vieille amie l'écoute attentivement puis dit, avec la franchise qui vient d'une longue amitié, « Geneviève, tu as toujours été obstinément indépendante, même quand nous étions jeunes. C'était ta force et aussi ta faiblesse. Cette proposition n'est pas une aumône. C'est la reconnaissance de ton talent et de ton expérience. De plus, ajoute-t-elle avec un sourire malicieux, si ça marche bien, tu auras bientôt assez d'argent pour déménager ici, si tu le souhaites toujours. La maison ne va nulle part. » Après une nuit de réflexion, Geneviève accepte la proposition d'Édouard. Les semaines suivantes sont un tourbillon d'activités. Rénovation de l'espace, choix des instruments, définition du programme et des frais de scolarité, promotion dans la communauté. Le 2e étage de la boulangerie, autrefois un débarras poussiéreux, se transforme en un espace lumineux avec 4 salles de classe et une petite zone pour les récitals. L'inauguration de l'école de musique attire l'attention du journal local qui publie un article sur le partenariat improbable entre une femme âgée expulsée, une boulangère en difficulté financière et un entrepreneur en quête de sens. L'histoire résonne auprès de nombreux lecteurs et le reportage est partagé sur les réseaux sociaux, atteignant un public bien au-delà des limites de la ville. Le résultat est une vague d'inscriptions à la nouvelle école, non seulement d'enfants, mais aussi d'adultes et de personnes âgées inspirées par l'histoire de Geneviève. En quelques mois, toutes les places sont pourvues, avec une liste d'attente considérable. L'augmentation de l'activité profite également à la boulangerie, qui voit ses ventes augmenter à mesure que les parents attendent la fin des cours de leurs enfants, prenant un café et achetant pain et pâtisserie. Parmi les nouveaux élèves se trouve Sophie, une fillette de 12 ans dotée d'un talent musical extraordinaire. Sa manière timide et observatrice rappelle Geneviève elle-même dans sa jeunesse. Pendant les cours, la connexion entre elles est immédiate et profonde, la musique servant de langage commun entre les générations. Sophie reste souvent après le cours, juste pour écouter Geneviève jouer ou raconter des histoires sur les grands pianistes qu'elle a connus au cours de sa carrière. Ce que Geneviève ne sait pas initialement, c'est que Sophie est la petite fille de Richard Dubois, un important producteur de musique de la région. Les histoires que la fillette raconte à la maison, sur son incroyable professeur de piano qui a des mains magiques, même avec les doigts tordus par l'arthrite, intriguent Richard. Après des semaines à entendre parler de Madame Geneviève, il décide d'accompagner sa petite fille à un cours, sous prétexte de vérifier ses progrès. Ce qui devait être une visite rapide se transforme en un après-midi entier. Richard,
caché au dernier rang pendant le petit récital de fin de mois, observe avec une admiration croissante la manière dont Geneviève guide ses élèves, sa maîtrise technique lorsqu'elle démontre des passages difficiles, sa musicalité qui transcende les limitations physiques. Lorsqu'il se présente enfin après le récital, Richard ne cache pas son admiration. « C'est un privilège de vous connaître, Madame Geneviève. Ma petite fille n'a pas exagéré sur vos compétences. » Les jours suivants, Richard revient plusieurs fois, toujours discrètement, toujours en observant. Finalement, il invite Geneviève à prendre un café après le travail. La proposition qu'il fait est aussi inattendue que celle d'Édouard quelques mois auparavant. Enregistrer un album de piano solo avec des compositions classiques en se concentrant sur des pièces qui montrent à la fois la technique et l'émotion. « J'ai un petit label dédié à la musique classique », explique-t-il. Ce n'est pas une grande affaire commerciale, mais il y a un public fidèle qui apprécie les enregistrements authentiques, avec une âme. Et vous, Madame Geneviève, vous avez plus d'âme dans vos doigts que de nombreux pianistes de la moitié de votre âge. L'idée d'enregistrer un album professionnel, quelque chose que même dans ses années de plus grande activité en tant que pianiste, elle n'avait pas réussi à faire, est presque écrasante pour Geneviève. « J'ai 87 ans », répond-elle finalement. « Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a de nombreuses failles techniques que je ne pourrais pas cacher dans un enregistrement professionnel. » Richard sourit, un sourire gentil qui atteint ses yeux. « La perfection technique est surestimée. Ce que je recherche, c'est l'interprétation, c'est l'émotion, c'est la sagesse que seule une vie comme la vôtre peut apporter à la musique. Les petites imperfections techniques ne font qu'évidence l'humanité derrière les notes. Le processus d'enregistrement, comme Geneviève le craignait, est épuisant et douloureux. Des heures d'affilée en studio, répétant la même pièce d'innombrables fois à la recherche de l'interprétation idéale. L'arthrite dans ses mains proteste violemment contre l'effort soutenu, et il y a des jours où elle peut à peine tenir une tasse de thé après les sessions. Plusieurs fois, elle pense à abandonner, se demandant si, à 87 ans, elle a encore le droit de rêver à de nouveaux départs. Lors d'un de ces moments de doute, elle trouve Sophie qui l'attend à la sortie du studio. La fillette, avec l'innocence et l'honnêteté typique de la jeunesse, dit simplement « Quand je vous entends jouer, Madame Geneviève, je sens que je pourrai tout faire quand je serai grande, même quand je serai vieille comme vous. » Ces mots, simples, touchent profondément Geneviève. Il ne s'agit pas seulement d'elle, réalise-t-elle. Il s'agit de toutes les Sophies du monde, toutes les filles et les garçons qui ont besoin de croire que l'âge n'est pas la fin des rêves, que les nouveaux départs sont possibles même quand tout semble perdu. Avec une détermination renouvelée, elle retourne au studio le lendemain, ignorant la douleur dans ses mains, se concentrant uniquement sur la musique qui a toujours habité son cœur. L'album, intitulé « Recommencement », sort 6 mois après l'expulsion de Geneviève, coïncidant avec son 87e anniversaire. La pochette montre ses mains au piano, chaque ride, chaque déformation causée par l'arthrite visible, dans des détails impressionnants. Une image de beauté non conventionnelle, célébrant l'âge et l'expérience au lieu de les cacher. Le lancement est un événement modeste au café adjacent à la boulangerie, réunissant élèves, amis et curieux, attirés par l'histoire désormais connue dans toute la région. Geneviève joue quelques pièces en direct, sa performance plus assurée maintenant, renforcée par le parcours des derniers mois. Quand elle termine, l'ovation est assourdissante. Le petit espace vibrant d'applaudissements et d'exclamations, d'approbation. Parmi les présents, Geneviève remarque un visage qu'elle n'a pas vu depuis des mois, mais qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Son fils, Paul. Celui-là même qui l'a abandonné quand elle avait le plus besoin, emportant ses économies et ne laissant que des dettes. Il se tient au fond de la salle, à moitié caché, comme incertain de son accueil. Leurs regards se croisent brièvement, et Geneviève ressent une tempête d'émotions. Colère, chagrin, un reste têtu d'amour maternel qui refuse de mourir. Complètement. Après l'événement, lorsque la plupart des invités sont partis, Paul s'approche enfin. « Maman », commence-t-il, la voix tremblante. « J'ai vu l'article dans le journal. Sur l'école, sur l'album. Je suis fier. » Un mot sonne creux aux oreilles de Geneviève. « Fière ?» répète-t-elle.
un calme dangereux dans sa voix. Où était cette fierté quand tu m'as laissé sans rien, quand tu as pris l'argent que j'avais gardé pendant des années pour ma vieillesse? Paul baisse les yeux, incapable de soutenir. Le regard accusateur de sa mère. J'étais dans une mauvaise passe, maman, dette de jeu, menace. Je pensais que je trouverais un moyen de tout rembourser, avant que je sois expulsé, complète Geneviève, la voix maintenant plus ferme. Avant que je doive dormir sur un banc public? Avant que des étrangers aient besoin de montrer la compassion que mon propre fils n'a pas eue. La conversation est douloureuse, chargée d'accusations, d'excuses et d'explications insuffisantes. Paul mentionne des problèmes d'alcool, de jeu, un divorce compliqué. Il parle de désintoxication, du désir de réparer les dommages causés. Il mentionne presque nonchalamment qu'il a entendu parler du succès de Geneviève et a pensé qu'il pourrait peut-être l'aider à gérer ses nouvelles affaires. C'est ce dernier commentaire qui cristallise quelque chose chez Geneviève. La perception que, même maintenant, son fils la voit comme un moyen pour ses fins, non comme une personne avec des sentiments et une dignité propre. « Je n'ai pas besoin de ton aide, Paul », dit-elle finalement, une certitude inébranlable dans sa voix. « J'ai construit une nouvelle vie sans toi, et je continuerai à la vivre selon mes propres termes. Ce n'est pas une rupture complète. Geneviève est toujours mère, et une partie d'elle aimera toujours son fils indépendamment de ses défauts. Mais elle établit des limites claires, une distance émotionnelle et pratique qui la protégera de nouvelles déceptions. Ils conviennent de rester en contact, peut-être de déjeuner ensemble occasionnellement. Mais la confiance brisée nécessitera beaucoup de temps et d'actions concrètes pour être reconstruite, si jamais elle l'est. 8 mois après avoir été expulsée, affronté la nuit dehors, travaillé comme caissière de boulangerie et redécouvert sa passion pour la musique, Geneviève parvient enfin à réaliser son objectif initial, déménager dans la maison partagée où vit Marguerite. Avec les revenus stables de l'école de musique et les premiers royalties de l'album, elle peut désormais payer sa part des dépenses sans sacrifier son nouveau style de vie. La maison, une ancienne bâtisse avec un grand jardin et une terrasse, abrite désormais 5 personnes âgées, chacune avec son histoire de vie, ses talents et aussi ses limitations. Il y a Marguerite, bien sûr, avec son violon et ses histoires de voyage avec des orchestres. Antoine, ancien professeur universitaire de littérature dont la mémoire pour les poèmes reste impeccable, même s'il oublie parfois ce qu'il a mangé au petit déjeuner. Dulcé, qui a travaillé comme infirmière pendant 50 ans, et cultive encore des herbes médicinales dans le jardin. Et Georges, veuf récent, apprenant lentement à naviguer seul dans la vie, contribuant avec son talent culinaire au repas partagé. Pour Geneviève, la maison offre plus qu'un toit et un lit confortable. Elle offre la compagnie, la compréhension mutuelle, la possibilité de vieillir dignement entouré de personnes qui partagent sa réalité, les traditions locales, comme les déjeuners du dimanche dans le jardin, les célébrations d'anniversaire avec des gâteaux faits maison, les soirées musicales dans le salon avec Marguerite au violon et Geneviève au piano, apportent un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. En célébrant la première année de sa nouvelle vie, Geneviève décide d'organiser un concert de bienfaisance au théâtre municipal. L'idée surgit naturellement, comme une façon de célébrer son parcours et aussi de tendre la main à d'autres personnes âgées qui pourraient être confrontées à des circonstances similaires à celles qu'elle a vécues. Avec l'aide de Richard, Édouard et Hélène, l'événement prend forme rapidement, réunissant des musiciens locaux, des élèves de l'école et le soutien d'entrepreneurs de la région. Les recettes du concert seront reversées à un fonds spécifique pour les personnes âgées en situation de vulnérabilité, en mettant l'accent sur des projets favorisant l'autonomie et la formation professionnelle, pas seulement l'assistanat. Il est important pour Geneviève que l'initiative reflète sa propre expérience, la dignité du travail, la possibilité d'un nouveau départ, la valeur des compétences accumulées tout au long d'une vie. Le soir du concert, le théâtre municipal est comble. Au premier rang, Hélène, Édouard et Sophie observent avec fierté lorsque Geneviève monte sur scène. Sa démarche est lente mais ferme, sa posture impeccable comme elle l'a toujours été. Alors qu'elle s'installe au piano, le silence expectant dans la salle en dit long sur le respect qu'elle a conquis.
Avant la dernière pièce, Geneviève se tourne vers le public. Sa voix, amplifiée par le microphone, remplit le théâtre. Il y a un an, j'étais sans abri, sans espoir, convaincu que ma vie était effectivement terminée à 86 ans. Aujourd'hui, à 87 ans, je découvre que la vie continue d'offrir des possibilités, à condition d'avoir le courage de les accepter. Mais j'ai aussi appris que personne ne recommence seul. Nous avons besoin les uns des autres, de la gentillesse, des étrangers, de la solidarité qui nous rend humains. Tandis que ces paroles résonnent dans le théâtre, Geneviève regarde les visages attentifs dans l'assistance, voyant des reflets de son propre parcours chez beaucoup d'entre eux. Des personnes qui ont également affronté des pertes, des trahisons, des recommencements. Des personnes qui, comme elle, ont refusé d'être définies par leurs circonstances ou par leur âge. Cette ville, qui autrefois remarquait à peine l'existence d'une vieille dame, me reconnaît maintenant non, pas pour la fragilité de l'âge, mais pour la force de l'expérience. Et je reconnais cette ville non pas pour l'indifférence que j'ai initialement rencontrée, mais pour la compassion qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Sur ces mots, Geneviève se retourne vers le piano et commence à jouer. Ses doigts, bien que marqués par l'arthrite et les années, trouvent encore avec précision les bonnes notes. La musique qui s'en écoule porte avec elle des histoires de pertes et de recommencements, de chutes et de relèvements, de nuits sombres et de matins lumineux. Et pendant qu'elle joue, Geneviève sait avec une certitude absolue, il n'est jamais trop tard pour recommencer, même quand on a 86 ans et qu'on doit tout reconstruire à partir de rien. Parce que chaque recommencement porte en lui la sagesse de toutes les vies antérieures. Chaque note fait partie d'une symphonie plus grande qu'est l'existence humaine, avec tous ses accords dissonants et ses résolutions harmoniques. La vie, Geneviève le comprend enfin, n'est pas une pièce unique, mais une série de mouvements, chacun avec son tempo, son rythme, sa beauté propre. Et même le dernier mouvement, lorsqu'il est exécuté avec grâce et acceptation, peut être le plus beau de tous.